présenter les conférenciers. Quelques petits rappels pour l'activité. On a éteint tous vos micros pour assurer le bon déroulement parce qu'on est nombreux. L'autre élément, c'est que la conférence va être enregistrée puis va être disponible là, sur le site Internet de la Forêt Montmorency ou www.forêtmontmorency.ca. Donc, après la rencontre, les participants à la conférence recevront un petit courriel contenant l'information pour revisionner la conférence d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le contenu de la conférence est légèrement différent des autres fois. En fait, là, ça va être de type de présentation de tribune et de discussion. On va bientôt faire place aux conférenciers des 2 projets de recherche majeurs à la Forêt Montmorency pour 2021. Mais avant ça, je vais faire une courte présentation de ce qu'est la Forêt Montmorency aujourd'hui et précédé de 2 mots, un de Lynn Lapointe et l'autre de Mme Gélina. Ainsi, j'ai le plaisir de vous de céder la parole à la doyenne de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Mme Gélina. Merci beaucoup Jean-François. C'est un plaisir d'être ici et de lancer cette dernière édition là, de Tire-toi une bûche pour cette année. La forêt Montmorency, c'est une forêt expérimentale, c'est une forêt d'enseignement et de recherche qui existe depuis 1964. Hein? Je n'étais même pas née quand elle a été créée. La forêt Montmorency a vraiment fait sa marque. Hein? Elle est connue de plusieurs, de la population générale, mais elle est aussi reconnue. En fait, ça a été un laboratoire pour développer de nouvelles pratiques, hein, sylvicoles, de nouvelles pratiques d'aménagement qui ont même influencé les régimes forestiers et sylvicoles à travers les années. Mais ça a été aussi un laboratoire d'enseignement pour tous les forestiers et forestières. Puis je suis certaine que la majorité d'entre vous avez passé par la forêt Montmorency au courant de votre formation. Mais on veut encore plus de cette forêt-là. C'est pourquoi aujourd'hui, on va vous parler là, de 2 projets majeurs, donc la mise en place de 2 projets majeurs qui sont cette preuve-là, la preuve là, que la forêt Montmorency, ça constitue vraiment un laboratoire qui est indispensable. Indispensable pour influencer la foresterie d'aujourd'hui, mais aussi la foresterie de demain. Ce qu'on veut, on veut vraiment là, contribuer à faire la preuve ou à faire une foresterie intelligente ou intelligemment, j'aimerais plutôt dire. Une foresterie qui va être basée ou qui va être influencée là, par une base scientifique. Donc, on fait de la recherche à la forêt, on en fait évidemment ailleurs. Tout ça vient influencer la façon dont on fait de la foresterie. Mais aussi, on veut contribuer là, par cette foresterie par les compétences finalement de nos étudiants. Là, je viens de voir Vincent apparaître dans mon écran. Donc, de nos étudiants qui passent dans nos programmes pour qu'ils puissent développer les compétences, l'intuition pour faire justement une foresterie de façon plus intelligemment. Et en allant sur le terrain, bien, on constate, on développe, on pratique et on fait tout ça. Donc, la faculté, c'est-à-dire, elle souhaite vraiment mettre plus en valeur ce qui se fait à la forêt Montmorency. On veut mettre en valeur le potentiel de cette forêt-là pour la recherche, évidemment, pour l'enseignement, mais aussi en renforçant les liens qui existent avec les autres facultés. Donc, Mme Lapointe pourra vous dire quelques mots, mais aussi avec les autres universités ou avec tous les autres utilisateurs, finalement, du territoire forestier. Mais on veut aussi développer là, des partenariats pour créer de l'innovation, pour développer une culture du partage de données, partage de bonnes pratiques, et également culture entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment le désir de la faculté de mettre encore plus en avant ce qui se fait à la forêt, puis d'en faire encore davantage. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui qu'on puisse vous annoncer 2 projets majeurs et vous allez voir, c'est vraiment intéressant et stimulant pour la suite des choses. Alors voilà, bonne présentation. Merci, Mme Gélina. Maintenant, un mot de Mme Lynn Lapointe, vice-doyenne à la recherche de la Faculté de sciences et génie. Mme Lapointe, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie de nous avoir invités à la Faculté de sciences et génie pour joindre, en fait, depuis l'automne dernier, on fait partie du comité qui gère l'ensemble des lots boisés, pas uniquement à la forêt Montmorency, mais les autres lots boisés qui appartiennent à l'université. Ce partenariat-là avec la forêt Montmorency, la FLG, quand même, date aussi, peut-être pas de 1964, là, j'étais plutôt jeune à cette époque, mais ça fait quand même plusieurs années qu'il y a des équipes, entre autres, de génie civil
surtout les gens de génie des eaux, mais aussi, comme M. Antil va en parler un peu plus en détail tantôt, mais il y a aussi d'autres gens de génie civil, et j'imagine que l'automne prochain, parce que là, j'ai compris que c'était la dernière rencontre, que l'automne prochain, on aura l'occasion de vous parler du fameux pont en aluminium dont les travaux vont commencer cet été, mais qui va se terminer, normalement, là, devrait se terminer là, le printemps prochain, qui va être un pont de démonstration et qui implique évidemment des gens de génie civil. Il y a aussi les chercheurs, plusieurs chercheurs de biologie qui sont allés à Frémont-Montmorency, nos étudiants. En fait, beaucoup d'étudiants, tant du baccalauréat intégré en aménagement naturel et aménagé, et que les étudiants de biologie font un stage depuis plusieurs années. Bon, à cause de la COVID, peut-être qu'on a sauté une année, puis on va peut-être en sauter deux, on ne sait pas, mais disons que normalement, on va à la forêt Montmorency pendant pratiquement une dizaine de jours là, avec les étudiants pour voir plus des aspects pratiques en gestion de la faune. C'est vraiment un lieu qui est unique là, pour travailler avec les étudiants. Il y a de la place évidemment pour loger, il y a des espaces de laboratoire. Tout ça, c'est important quand on veut donner un cours qui dure plusieurs jours là, sur le terrain. Mais ça nous prend ces espaces-là. Donc, c'est vraiment très avantageux, en fait, pour les étudiants de ces programmes-là d'avoir accès à la forêt de Montmorency. Il y a des projets aussi qui concernent, depuis longtemps, qui concernent d'autres boisés ou d'autres lieux forestiers. Je pense au Mont Cosmos, par exemple, où il y a une station d'observation pour les gens en physique là, en astronomie depuis plusieurs années. Et j'ai moi-même travaillé déjà dans le boisé à Saint-Augustin. Je suis très contente de voir que ça fait partie maintenant des boisés qui sont gérés de façon plus structurée là, tant avec l'agriculture que foresterie. Là, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire dans des boisés qui sont plus près de nous, et qui nous permettent aussi, évidemment, d'avoir une diversité. En biologie, c'est important, la diversité, donc avoir une diversité de types de forêts. Et c'est certain qu'on va encourager les étudiants, les professeurs à tirer profit de ces boisés-là pour l'enseignement, mais aussi pour la recherche. Je vais dire un petit mot sur les boisés sur le campus. Je pense que c'est important. On les a préservés. Je pense qu'on peut faire encore mieux. Et il y a vraiment des choses intéressantes à exploiter de ce côté-là aussi, là, encore une fois, surtout du côté enseignement, parce que c'est un peu petit pour faire de la recherche. Mais je sais qu'il y a déjà eu un projet de M. Payette, par exemple, dans les boisés, là, pour voir les anciens feux qu'il y a eu sur le campus. Ben, c'est pas sur le campus, c'était avant, évidemment, mais à d'autres époques là, dans le secteur de Saint-Foy. Donc, j'ai bien hâte d'entendre parler du projet de forêt intelligente. On a été associé à ce beau projet-là qui est financé par la SCI. Donc, ça va être vraiment une autre occasion pour la FEJ de s'impliquer à la forêt Montmorency. Merci beaucoup, Mme Lapointe, justement, en parlant des conférenciers et du projet. Et non, vous allez attendre un peu, je vais vous faire languir parce que je vais vous présenter un peu la forêt Montmorency aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, depuis un an, on demande de remplir des formulaires d'accès pour aller sur le territoire de la forêt Montmorency. On est conscient que ceci change les habitudes, mais cette pratique nous permet d'effectuer un meilleur suivi des activités ayant cours sur le territoire, d'assurer la sécurité des usagers et nous permet d'effectuer des portraits, des bilans, des statistiques afin de savoir comment le territoire de la forêt Montmorency est utilisé. Et preuve est ce que je vais vous présenter actuellement. Donc, la forêt Montmorency, actuellement, aujourd'hui, plus de 100 recherches actives menées par plus de 50 chercheurs. C'est exactement 55 chercheurs qui viennent de 5 universités. Les sujets sont multiples, des insectes, de l'eau. Puis quand on parle de l'eau, c'est de l'eau de tous les sens, l'hydrologie, les bassins versants, la pluie, la neige, la glace, la faune, qu'elle soit petite, grande, à pattes ou ailée, du génie civil. Mme Lapointe parlait du pont d'aluminium. Il est là, génie du bois. La robotique, autant de tester des véhicules autonomes en conditions hivernales que faire de la cartographie 3D robotisée pour estimer les diamètres, les coupes partielles, le carbone, des modèles de croissance, la biomasse forestière. Il y a eu un projet de calibrage de satellites avec la NASA. Donc, vous voyez, le champ est très, très vaste. Là, vous allez dire, My God, qui fait tout ça?
c'est les organismes que vous avez ici. Donc, tout ce que vous voyez là, ça regroupe 5 universités et 9 organismes externes qui font actuellement de la recherche à la forêt Montmorency. La forêt Montmorency est une forêt d'enseignement et de recherche. Donc, côté enseignement, on parle d'enseignement et de formation. Donc, que ce soit de la formation pour le conduit de motoneige, VTT, survie en forêt, sécurité, stages pratiques sur le terrain, l'enseignement pratique des milieux aquatiques, notamment au niveau du cégep, les nombreuses visites et tournées dans le cadre de cours. Donc, la forêt Montmorency sert à ça. Donc, encore une fois, les institutions qui offrent l'enseignement et la formation et qui utilisent la forêt Montmorency. Donc, comme vous voyez, remplir un petit formulaire, ça peut servir à nous autres à complexifier le travail du maître de cérémonie qui a de la misère à cliquer sur les bons boutons, mais outre ça, ça vous permet de faire un topo et des statistiques aussi là, pour voir là, comment le territoire est utilisé. Maintenant, après les entrées, voici le plat principal puis le dessert en même temps. C'est le fun pour certains, surtout ceux qui ont la dent sucrée. Donc, les présentations des 2 projets majeurs à la forêt Montmorency, qui est le plat principal. Pour aujourd'hui. On vous rappelle que pour poser des questions, c'est via le chat. Donc, si vous posez vos questions dans le chat, elles vont être adressées là, après chaque conférencier. Donc, on débute avec le projet de Mme Evelyne Tifo au département des sciences du bois et de M. François Anctil au département du génie civil et génie des eaux. Donc, une présentation intitulée « Une foresterie agile face au climat, de l'écosystème jusqu'au marché ». Oui, vous m'entendez? Oui, okay, super. Ben, merci Jean-François. Je suis contente de venir clore la saison là, de Tire-toi une bûche, v'là de la science. Je suis vraiment contente d'avoir vu les statistiques, la quantité de gens qui ont assisté à ces présentations-là. Là, on voit qu'il y a un appétit pour en apprendre plus sur la recherche en lien avec les territoires forestiers. Puis je suis contente de venir vous parler d'un nouveau projet qui devrait nous tenir occupés pour les prochaines années, puis qui va, j'espère, donner lieu à d'autres présentations sur de la nouvelle recherche. Donc, je viens vous parler d'un projet qui s'appelle « Une foresterie agile face au climat, des écosystèmes jusqu'au marché ». Donc, comme Jean-François le dit, c'est avec mon collègue et ami François Anctil, qui est professeur titulaire au département de génie civil et génie des eaux. Donc, ce projet-là, cette subvention-là qu'on a obtenue, c'est une subvention qui nous vient de la Fondation canadienne pour l'innovation. Je vous en parle parce que c'est un peu différent de d'autres types de subventions de recherche qu'on peut obtenir. Donc, la Fondation canadienne pour l'innovation reçoit son financement du gouvernement fédéral et elle verse des contributions aux universités, aux cégeps, aux hôpitaux et autres organismes de recherche pour accroître la capacité à mener des activités de recherche. Donc, les subventions de la Fondation canadienne de l'innovation, donc la FCI pour son petit nom, ça sert à financer des infrastructures de recherche, donc de l'équipement de recherche, de matériel, donc pour conduire des travaux. Des exemples de grosses subventions FCI qu'on a eues dans notre faculté, dans la faculté de foresterie, c'est notamment le pavillon Kruger que vous connaissez. Bien là, vous le voyez de l'extérieur, mais si on allait voir en dedans, il est instrumenté avec toutes sortes d'équipements de recherche, de matériel qui permettent de conduire de la recherche en sciences du bois. Et donc, il y a eu plusieurs subventions FCI au travers des années qui a permis d'acheter ces infrastructures-là qui servent maintenant à la collectivité, à tous les chercheurs, soit du pavillon ou de d'autres facultés ou de même d'autres universités, de venir conduire des recherches en sciences du bois. Le complexe des serres aussi, qui est attenant au pavillon, il y a une grosse partie des équipements qui sont là-dedans qui vient aussi d'anciennes demandes FCI. Donc, les FCI, c'est vraiment pour développer des infrastructures de recherche. Donc, je dis souvent que c'est comme la quincaillerie qu'on achète avec ça. Puis ensuite, là, il faut aller chercher d'autres argents de recherche, d'autres subventions pour utiliser cette quincaillerie-là. Donc, dans le cas de la subvention qu'on vient d'obtenir, ça faisait partie d'un programme qui s'appelait le Fonds d'innovation, donc qui finance des grosses demandes d'infrastructures de recherche. Donc, ça a été fait en partenariat. Donc, nous-mêmes, à l'Université Laval, c'est un partenariat entre la faculté de foresterie, géographie, géomatique et la faculté de sciences et génie. Donc, on s'est mis ensemble pour ça et on a travaillé en équipe avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l'Université du Québec à Chicoutimi.
Et donc, on s'est mis ces 3 universités-là ensemble pour la subvention, là, qui est une valeur d'un peu plus que 8 millions. Donc, sur le 8, qui va nous servir à acheter des équipements de recherche. Donc, le 8 millions, il y en a une partie qui vient de la FCI. Il y a une contrepartie qui est donnée par le gouvernement du Québec. Et il y a une autre partie qui vient de différents fournisseurs, partenaires, les universités notamment aussi, mettent un peu d'argent pour venir compléter le montant. Donc, ça va être au total un peu plus que 8 millions de nouveaux équipements, infrastructures qu'on va acheter là, pour faire de la recherche. Donc, pour ce projet-là, c'est de l'équipement, des infrastructures qu'on achète qui va servir à la collectivité de recherche au sens large. Cela dit, ça nous prenait une petite équipe de choc pour pouvoir monter la demande. Donc, la petite équipe de choc qu'on avait, donc c'était 10 chercheurs qui venaient des 3 universités. Donc, il y avait François et moi, mais aussi certains collègues de François à la faculté de sciences et génie. Donc, Leslie Rush, notamment, là, qui est une chercheure spécialisée en télécommunications. Je vais vous en dire plus long plus tard. Après ça, on avait des chercheurs en sciences du bois, en opération forestière, chercheurs plus physiologie des arbres. Et donc, là, vous voyez les liens existants qu'il y avait déjà entre les différents chercheurs. Donc, on a été capable d'aller chercher une équipe qui était bâtie autour d'un noyau déjà tissé serré. Puis, on est allé chercher des amis pour construire encore plus l'équipe. Donc, ça, c'était la petite équipe de choc. Donc, le projet de la foresterie agile face au climat, donc on a eu bien des mots de tête et des discussions pour essayer de trouver ce nom-là pour la demande. En fait, l'angle d'attaque principal de notre demande, c'était d'explorer les façons par lesquelles la foresterie ou les pratiques forestières peuvent aider à la lutte au changement climatique. Et donc, dans les organismes internationaux et tout s'entendent pour dire que si on veut utiliser la foresterie, les écosystèmes forestiers pour la lutte au changement climatique, il faut tenir compte de ce qui se passe en forêt, mais aussi de ce qui se passe dans les produits du bois et du rôle des produits sur les marchés. Donc, on est parti de ce cadre conceptuel-là, donc les forêts, les produits du bois et leur rôle de remplacement sur les marchés là, pour répondre aux besoins des sociétés. Donc, c'était notre frame principal. Et on a décidé d'évaluer, donc entre ces 3 morceaux-là, les flux d'énergie, d'eau, de carbone qui partent de l'atmosphère, qui circulent dans les forêts, qui se retrouvent dans les produits du bois et qui jouent un rôle sur les marchés. Donc, les grandes flèches en rond, là, ça représente les flux d'eau, d'énergie, de carbone, donc qui circulent de l'atmosphère, des forêts aux produits au marché et qui retournent en partie dans l'atmosphère. Donc, on a ces flux-là qu'on va étudier au travers de différentes thématiques. Et pour être capable de prendre des décisions en termes de foresterie dans un contexte de changement climatique, bien, il faut aussi que l'information circule. Donc, de la forêt, de l'atmosphère à la forêt aux produits vers les marchés. Donc, c'est une circulation de données, d'informations pour développer des connaissances, des décisions, pour nous permettre de développer des pratiques forestières, des pratiques d'utilisation des produits du bois, d'utilisation de ces produits-là sur les marchés, qui tient compte de la lutte au changement climatique, mais aussi de l'effet du climat sur les écosystèmes forestiers et les sociétés humaines. Donc, ça, c'était notre cadre conceptuel assez large. Et donc, avec la subvention FCI, on s'est donné les moyens d'aller acheter des équipements qui vont nous permettre notamment de suivre les échanges entre l'atmosphère et les forêts. François va vous en dire un peu plus là-dessus. Donc, à la fois à l'échelle de l'arbre, à l'échelle d'un peuplement, à l'échelle du paysage. Donc, on a des équipements en lien avec la télédétection. On a ensuite des équipements qui nous permettent de faire une étude très fine de la physiologie des arbres, donc la façon que les arbres vont croître. Est-ce qu'on peut influencer cette croissance des arbres-là? Comment cette croissance-là est influencée par un climat changeant? Donc, des aspects très écologiques, des aspects d'opération forestière, donc qui nous permettent de transférer le carbone des arbres vers les produits du bois. Et il y a toute une question d'analyse de réseau, de réseau industriel là, qui va de la forêt jusqu'au marché. Ensuite, des équipements qui vont nous permettre d'étudier la transformation du bois en produits
et l'utilisation de ces produits-là sur les marchés, comment on peut faire pour augmenter, par exemple, l'efficacité énergétique des bâtiments en bois. Donc, on a des équipements qui vont servir aussi à l'étude des produits du bois en utilisation sur les marchés. Et aussi des équipements qui vont nous permettre de suivre l'information, d'analyser cette information-là qui nous vient des forêts, des opérations forestières, des produits, des marchés. Donc, analyser ça de manière intégrée. Donc, une grosse partie des équipements qui vont avoir été achetés vont être en lien avec, évidemment, la forêt Montmorency, mais aussi d'autres forêts d'enseignement et de recherche et autres sites associés là, qui sont situés ailleurs au Québec. Donc, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l'Université du Québec à Chicoutimi ont aussi leur propre forêt d'enseignement et de recherche qui sont plus petites, mais qui sont dans plus petites que la forêt Montmorency, mais qui sont dans des écosystèmes un peu contrastés. Et donc, la forêt Montmorency, elle s'est mise en équipe avec ses sœurs forêts d'enseignement et de recherche pour ce projet-là et d'autres sites aussi satellites là, qui sont gérés par différents chercheurs. Donc, les équipements qu'on va se procurer vont permettre de mettre en relation la forêt Montmorency avec ses sœurs forêts d'enseignement et de recherche et autres sites. Donc, la forêt Montmorency comme faisant partie d'un réseau de recherche plus large. Et donc, on vient multiplier l'impact de la recherche qu'on fait à la forêt Montmorency parce qu'on va la mettre en contexte avec ce qui se passe dans d'autres territoires. Je vais céder la parole à François maintenant qui va parler un peu des projets le plus en lien avec les travaux que lui et son équipe vont conduire. Merci Evelyne, bonjour tout le monde. L'idée sur cette diapo, c'est la couverture, ça représente tout le biome boréal au Québec puis au Canada. Puis l'échelle de couleur, c'est l'indice d'aridité. Ce qui est en fait là, le rapport entre la précipitation puis l'évapotranspiration potentielle. Puis on remarque que ce qui se démarque, c'est des territoires en bleu qui sont en fait très humides, notamment là, celui qui est identifié par FM pour Forêt Montmorency, qui au sud se démarque complètement. Puis ensuite, c'est toute la côte nord où il faut aller au Labrador ou à Terre-Neuve là, pour avoir des niveaux d'humidité semblables. C'est des territoires qui ont été beaucoup moins étudiés d'un point de vue hydrologique puis météorologique à l'intérieur du système boréal que, par exemple, les territoires dans l'Ouest canadien qui ont eu des grandes études sur l'hydrométéorologie boréale. Mais c'est des secteurs qui sont, vous voyez, sont dans les couleurs orangées. C'est des secteurs qui sont beaucoup plus secs, ce qui fait que l'hydrométéorologie de ces secteurs-là est quand même assez différente de celle qui va prévaloir à la forêt Montmorency. Donc, c'est ce qui explique en grande partie pourquoi des gens, les hydrologues, les météorologues vont s'intéresser puis à la forêt Montmorency. Puis, même à cause de tous les travaux qui se font aussi en foresterie, puis que Evelyne vient de décrire, bien, ça ouvre aussi des nouvelles opportunités à travailler sur les interactions entre la forêt et le climat, ce qui ouvre toutes sortes de nouvelles possibilités. Il faut voir que la forêt, par son interaction, l'albédo notamment, a une grande incidence et l'évapotranspiration a une grande incidence sur ce qui s'y passe. Ça, c'est le genre d'instrumentation qu'on a installé et puis qu'on va continuer à installer. C'est une tour ici micrométéorologique qui nous permet de mesurer les principaux flux atmosphériques, les échanges, notamment l'évaporation, les échanges de chaleur entre la forêt, qui est dit la surface, puis l'atmosphère. C'est des genres d'équipements qui sont assez coûteux et assez difficiles à opérer, qui demandent beaucoup d'énergie humaine pour pouvoir traiter toute cette information-là. Donc, à l'intérieur du projet, cette tour-là est installée en 2015. Le projet va permettre de l'entretenir pour les 5 prochaines années, mais aussi d'en construire une troisième. Là, il y en a une deuxième déjà existante. C'est des instruments assez diversifiés. Puis, ce qu'on ne voit pas ici, c'est que la forêt Montmorency est aussi un endroit où il y a énormément de précipitations sous forme solide, là, de la neige. Puis, ça fait que j'ai des collègues qui travaillent beaucoup là-dessus. Là, je pense à Sylvain Jutrop, Daniel Nadeau notamment, qui font beaucoup de travaux sur les précipitations solides, puis sur l'évolution de la couverture de neige au sol. À toi.
Donc, c'était les tours, c'est un exemple des équipements qu'on va utiliser. Et je pense que j'ai aimé l'expression que notre doyenne utilisait tantôt, la culture du partage. C'est un peu ça qui est au cœur d'une demande FCI. On est un petit groupe qui la développe, mais ensuite, on installe des équipements qui vont être partagés avec la communauté de recherche. Donc, on n'installe pas ça juste pour nos propres besoins. On l'installe pour toute une équipe beaucoup plus large, une communauté, une collectivité beaucoup plus large. Un des choses qu'on a décidé de faire dans la demande FCI pour bien cristalliser cette idée-là de culture du partage, c'est qu'on va installer à la Forêt Montmorency tout un réseau de communication qui vont permettre de transmettre des données récoltées un peu partout sur le territoire vers un point central. Donc, différentes technologies vont être étudiées et testées. Donc, les technologies de communication vont être un sujet de recherche en soi, donc pour voir comment on peut faire pour récolter et transmettre des données sur de larges territoires boréaux. Donc, la forêt Montmorency en est un bon exemple. Il y a des arbres, il y a de la neige, il y a des animaux qui se promènent, il y a quelques humains qui se promènent aussi. Comment on fait pour récolter et collecter, communiquer de l'information sur de tels territoires dans de telles conditions? Donc, différentes technologies, la technologie LoRa, la 4G, on espère même la 5G, en lien, par exemple, avec les opérations forestières qui vont être déployées, testées à la forêt Montmorency et sur les sites, les autres sites dont je vous ai parlé. Donc, pour aller chercher de l'information comme ça et la transmettre vers des serveurs de stockage de données et d'analyse de données. Donc, à l'Université Laval, on a de cette expertise-là avec Valeria qui a été développée qui permettent le stockage en grande quantité et l'analyse de données. Et donc, avec un lien vers des outils de calcul très puissants là, gérés par Calcul Canada. Et donc, ça va être, là, c'est l'Université Laval qui est là, qui est au cœur de ça, mais ça va être évidemment en lien avec les autres universités qui sont impliquées. Et donc, dans cette structure-là, où on va récolter de la donnée venant des territoires forestiers, mais aussi des produits du bois, de leur utilisation sur les marchés, vont être envoyés et centralisés vers un système de stockage qu'on va en faire une espèce de passerelle d'informations scientifiques sur les forêts et le climat. Donc, la passerelle est née donc la semaine passée, là, on l'a nommée officiellement. Donc, l'idée, et donc c'est aussi au cœur de la FCI, c'est qu'on va créer cette passerelle-là qui va servir à colliger, partager, puis mettre en valeur des données sur le rôle des forêts, les enjeux du secteur forestier face au changement climatique. Et donc, ça va servir, cette passerelle-là, à structurer, partager des données de recherche, les partager entre nous, mais aussi avec la communauté de recherche à grandeur du monde, donc en lien avec les forêts et le climat. Donc ça, c'est un rêve que tous les chercheurs ont. Quand on récolte la donnée, on voudrait être capable de la mettre en valeur. Bien là, maintenant, avec les capacités qu'on a dans les universités, maintenant les capacités technologiques et aussi l'expertise, et grâce au financement qu'on a avec la FCI, bien, on est capable de mettre ça en place et donc de réaliser ce vieux rêve de CoinTap que tous les chercheurs ont, de mettre en place cette passerelle-là. Et on espère qu'elle va servir à nos projets personnels, mais aussi aux autres projets de recherche en lien avec les forêts et le climat, notamment le projet Sylva 21, dont Alexis va maintenant vous parler. Donc, Alexis, je te laisse passer au marbre, c'est ça? C'est à mon tour. OK. Pardon. Ici. Vous voyez mon écran? Oui. Oui, parfait, merci. Donc, merci Evelyne. En fait, c'est ça, Sylva 21. Je vais vous décrire le projet. En gros, bien, ça part de la sylviculture puis du besoin de changer un peu notre approche en sylviculture. Donc, comme plusieurs d'entre vous le savez, là, la sylviculture est définie à la fois comme une science puis un art. Donc, il y a toujours quelque chose un peu d'intangible là-dedans qui est relié surtout à l'utilisation d'une approche empirique, c'est-à-dire qu'on s'appuie finalement sur les résultats de traitements ou de scénarios sylvicoles passés. Lorsqu'on découvre des recettes, finalement, ou ces scénarios sylvicoles-là, on peut les décrire comme étant des recettes qui fonctionnent bien sur un site donné ou sur une station donnée,
on va assumer que les conditions de la station sont permanentes et donc qu'on peut reproduire ces essais-là ou ces recettes-là pour l'avenir. Puis, bien évidemment, dans le contexte des changements non seulement climatiques, mais aussi économiques et culturels qui ont lieu à l'échelle mondiale, mais aussi à une échelle très locale, bien, ça vient remettre en question l'idée même d'une approche empirique qu'on applique à la sylviculture. Donc, on a besoin de nouveaux outils puis d'une nouvelle approche, ce qui est décrit en complémentarité là, avec ce qu'Evelyne vient de décrire comme instrumentation. Quand on parle des outils aussi, on peut parler des modèles qui guident la sylviculture. On sait qu'ils ont des limites importantes. Juste pour en nommer un seul, bien, nos modèles de croissance, celles qui servent à projeter la croissance forestière pour déterminer aujourd'hui comment on peut récolter de bois, finalement, bien, on sait que ces modèles-là n'intègrent pas des variables climatiques. Donc, on a des projections de croissance qui n'intègrent pas les projections climatiques puis leurs effets sur la croissance des forêts. On sait aussi que les attentes de la société se complexifient. En général, la société reconnaît les avantages du matériau bois, les avantages écologiques associés au matériau bois. Par contre, ils vont être très, très critiques face aux pratiques forestières. Donc, devant cette situation-là, on a fait le constat que la culture de la sylviculture était en train d'évoluer. Sylva 21, justement, s'inscrit dans cette dynamique-là. C'est un projet alliance du CRSNG. C'est un projet en partenariat qui va nous amener un financement de 5,5 millions de dollars sur 5 ans. Ça va financer, la vaste majorité de ce montant-là va financer 38 projets de maîtrise, de doctorat puis de post-doctorat. Le financement est assuré par la participation de 14 partenaires industriels, gouvernementaux et communautaires à l'échelle du Canada en entier. Et grâce à ce partenariat-là, qui est fait dans une logique de chaîne de valorisation, mais le financement est associé à un autre financement du CRSNG dans un ratio de 2:1. C'est-à-dire que pour chaque dollar du gouvernement ou d'une communauté ou d'une industrie qui est investie, le CRSNG vient ajouter 2 $. Et il y a 5 universités à travers le Canada qui participent à ce projet-là et c'est géré par moi-même à l'Université Laval. On est un groupe de 12 co-applicants puis 46 collaborateurs à travers le pays. Tout de suite, je veux parler du projet puis d'une dimension importante du projet en termes d'équité, diversité, inclusion. On a un mélange dans notre équipe d'expertise académique, industrielle, communautaire et gouvernementale. On a aussi une équipe de professeurs qui en sont à différentes étapes de leur carrière. Ils ont été choisis justement pour représenter une diversité d'étapes de carrière par les professeurs. Une manière encore plus importante, c'est qu'on souhaite mettre en place un plan d'action pour éliminer les biais implicites et favoriser l'essor des groupes sous-représentés en foresterie dans notre programme de recherche. Donc, les partenaires, vous les voyez ici. D'est dans l'ouest du Canada, plusieurs universités, une nation autochtone, 5 gouvernements provinciaux et plusieurs industries aussi se sont mises ensemble et ont mis leurs ressources en commun pour essayer de relever un grand défi. Là, mais la question, c'est évidemment comment on fait pour se débarrasser d'une approche empirique puis d'essayer de mettre en place une approche plutôt adaptée ou plus agile face à la réalité des changements globaux. Bien, pour y arriver, on s'est structuré. On a structuré notre programme de recherche en 3 thèmes qui sont observer, anticiper et s'adapter. Donc, observer, c'est grosso modo de la télédétection. Anticiper, c'est de la modélisation. Puis s'adapter, c'est vraiment la sylviculture. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire travailler ensemble des chercheurs en télédétection, en modélisation et en sylviculture. Évidemment, on n'a pas la prétention qu'on va arriver à relever ce défi-là en 5 années, mais on pense être capable de faire un bon pas en avant face à ce défi-là. Donc, juste pour vous donner une idée des 3 thématiques de recherche, dans le thème observer, ce qu'on cherche à développer, ce sont des outils pour, par exemple, évaluer la régénération des forêts après des perturbations sévères, utiliser des imageries satellitaires pour assurer un suivi en temps quasi réel du développement de la forêt. Et puis, on va aussi développer des nouvelles méthodes pour assurer le suivi de la dynamique forestière après le fameux libre de croître. Donc, une fois qu'on a régénéré notre forêt, une fois qu'on est certain qu'on l'a bien
régénérés à travers tout le Canada. Nos partenaires nous ont dit la prochaine fois qu'on va aller revoir ces peuplements-là, c'est lorsqu'on pense qu'ils sont prêts à une récolte ou une première récolte ou une première éclaircie. Donc, on veut savoir ce qui se passe entre les deux. C'est ce genre d'initiative-là de projet-là qu'on va mettre en place dans le thème observer. Dans anticiper, ce qu'on souhaite faire, c'est d'identifier des variables climatiques, d'abord, qui influencent la croissance des arbres. Une fois qu'on va avoir, par des approches de dendroclimatologie, identifié ces variables climatiques-là, on va essayer de faire des projections pour les variables d'intérêt dans le temps, à des endroits précis où les forestiers travaillent. Donc, l'idée, c'est que nos partenaires forestiers nous disaient « Je ne sais même pas quelles sont les projections climatiques dans ma forêt. » Pourtant, ces projections climatiques-là sont déjà disponibles. Donc, on essaye de faire un maillage entre ce qui existe déjà puis la réalité forestière. On va aussi produire des modificateurs des courbes de croissance forestière pour les ajuster aux projections climatiques. Puis, on va aussi faire des recommandations qui sont spatialement explicites, c'est-à-dire que pour appliquer des traitements sylvicoles d'adaptation au changement climatique, souvent, on a des recommandations à grande échelle qui sont faites à l'échelle de l'aménagement forestier. Mais pour transférer ça vers le terrain à l'échelle de la sylviculture, mais ça prend des recommandations qui sont spatialement explicites et donc on va travailler là-dessus. Donc, en d'autres mots, on va dire aux forestiers, aux ingénieurs forestiers, mais vous pourriez à cet endroit-là utiliser cette stratégie-là parce que ça nous semble être un endroit particulièrement propice pour relever le défi de l'adaptation. Finalement, dans Adapter, on va avoir différents travaux comme ceux qui vont nous permettre d'identifier des attributs des peuplements forestiers qui ont été associés à la résistance et à la résilience passée des peuplements forestiers à l'échelle du pays. Donc là, on utilise l'approche empirique, mais pour essayer de mieux se projeter dans l'avenir. On va aussi mettre en place des nouveaux essais sylvicoles pour tester différentes stratégies, par exemple de migration assistée, ou simuler des conditions de croissance à venir. Ce que vous voyez ici sur l'image, ce sont des espèces de gouttières qui vont réduire les précipitations au sol qui ont été installées dans une forêt aux États-Unis. Mais on souhaite mettre en place des expérimentations comme ça à des endroits particuliers, dont la forêt Montmorency. On veut aussi analyser l'adhésion sociale aux efforts d'adaptation qu'on met en place. Parfois, les stratégies de migration assistée veulent dire de s'adapter, veulent dire de déplacer soit des semences ou des espèces dans des endroits où elles ne sont pas présentes à l'heure actuelle. Et comment la société ou les différents publics peuvent percevoir des stratégies de la sorte. Puis aussi, on va travailler à co-développer des stratégies pour favoriser l'essor d'espèces qui sont culturellement importantes, entre autres là, pour une nation autochtone qui est partenaire avec nous, c'est la nation Wabanaki. Pour être capable de faire ça, il va falloir que la recherche ait lieu dans des endroits concrets. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'échelle du Canada, on a créé ce qu'on appelle les carrefours de transition forestière, c'est-à-dire des endroits où on va mettre en place des travaux de recherche. Et la forêt Montmorency est représentée là, parmi 3, c'est-à-dire sites dans la forêt boréale. Pardon, c'est 4 dans la forêt boréale. Donc, en gros, en sommaire, c'est qu'on essaie de développer une sylviculture qui a le regard tourné vers l'avenir. On veut réanalyser les données existantes pour mieux se projeter dans l'avenir. Notre vision aussi de développer une adaptation, une agilité face aux changements climatiques et aux autres changements globaux, c'est de travailler dans une optique, non pas d'inventaire forestier réalisé à intervalles ponctuels, mais plutôt d'un inventaire forestier qui est en temps quasi réel, donc qui est continu, qui nous permet de développer cette agilité-là pour ultimement être capable de s'adapter à la réalité finalement des changements sociaux, environnementaux auxquels on fait face. Donc, je vous remercie pour votre attention et là, j'imagine que c'est Jean-François qui va reprendre la parole.
Tu imagines bien, Alexis. En fait, on aimerait ça donner la parole aux 110 personnes qui sont là via des questions dans le chat. On est conscient que c'est des gros projets qui s'en viennent. On n'a peut-être pas les résultats, mais si jamais vous avez des questions, allez-y, gênez-vous pas. On aurait peut-être un petit 5 minutes là, de questions. Moi, de mon côté, je suis content d'entendre tout ça. En tant qu'aménagiste de la forêt Montmorency, je vais être à fine pointe. Fait que je risque d'avoir beaucoup de données puis plusieurs éléments. Là. Ça va être le fun de pouvoir voir ça là, dans les changements live, là, si je pourrais dire. Là. Fait que je trouve ça super, super intéressant. En attendant, moi, j'aurais une petite question. On parlait tantôt de nombreuses forêts puis de nombreux partenaires. Est-ce que tous ces partenaires-là vont être connectés ensemble? Est-ce que le partage des données là, va être assuré par tous et chacun? On fait signe que oui. Oui, oui. En fait, ce qu'on souhaite faire, là, c'est assurer un partage des données. Évidemment, il y a différents niveaux de partage. Il y a des données, il y a des industries, par exemple, là, qui pourraient avoir de certaines sensibilités face au partage de certaines données. Mais l'idée de base, ça va être de rendre disponible à tout le monde, là, à la fois les résultats de recherche, les données qui ont servi à faire ces travaux-là, mais aussi toutes les données de base d'inventaire forestier et autres là, qui sont déjà disponibles pour chacun des territoires donnés. Puis justement, on cherche une plateforme, là, donc peut-être que la plateforme dont Evelyne a parlé pourrait être utile pour ça. Super, justement, pour la plateforme d'Evelyne et de François, on a vu que plusieurs forêts d'enseignement et de recherche à travers le Québec qui vont participer. Est-ce que c'est les mêmes types d'instruments qui vont être implantés partout ou il y a des différences en fonction des territoires? Bien, en fait, c'est sûr qu'on est dans des. Ben, les différentes forêts sont dans des superficies, ont des superficies différentes, puis ont des équipements actuels différents aussi, puis des capacités différentes. Donc, c'est sûr que ça va être pris en compte. Mais il y a notamment, on essaye le plus possible d'avoir des sites miroirs, par exemple, la tour, les nouvelles tours que François va installer, mais il va en avoir une nouvelle installée aussi à Duparquet, à Forêt du Parquet, donc qui est en Abitibi. Donc, pour être capable de faire le plus possible de comparaison. Je voulais dire concernant la plateforme, là, ça ne sera pas la plateforme de Evelyne et François, ça va être la plateforme de tous. On va vouloir que ça serve au plus grand nombre, et notamment les données d'inventaire forestier de la forêt Montmorency. Ça fait des décennies qu'on en récolte à la forêt Montmorency, par exemple, des données de régénération. On a plusieurs décennies d'informations sur la façon que la régénération s'installe après coupe à la forêt Montmorency. Ça, c'est une vraie mine d'or qui, comme tu sais, qui dort justement dans des fichiers Excel répartis un peu partout sur ton ordi, puis l'ordi des différents ordi. Donc là, on va essayer de justement trouver une façon de rassembler, de nettoyer, préparer, standardiser cette information-là pour la rendre disponible à la communauté de recherche du Québec, mais aussi mondiale. Là. On ne se doute pas de l'importance que ça peut avoir à l'échelle mondiale de pouvoir faire des comparaisons, par exemple, entre des sites de forêt boréale, mais qui viennent du Québec, de Russie, de Suède ou de l'Alaska. Et donc, ce genre de comparaison, la plateforme, elle va pouvoir servir à ça. Donc, nous aider à nous organiser nous-mêmes, mettre en valeur nos données, mais que ça serve à la communauté de recherche là, à l'échelle mondiale. Donc, dans la plateforme, il va y avoir les données d'inventaire opérationnel, puis toutes sortes de données de recherche là, qui vont être récoltées sur notre territoire, sur les autres territoires du Québec et autres là, selon les besoins. À ce niveau-là, est-ce que les données vont être accessibles à tous ou ça va être comme sur demande en remplissant un formulaire, par exemple, pour les chercheurs? On est en train de développer le modèle d'affaires pour ça. Donc, il y a des données, comme un peu Alexis disait, il y a des données pour lesquelles il n'y a pas de sensibilité, là, elles peuvent être diffusées à tous. Par exemple, les données d'inventaire opérationnel, on n'a pas d'enjeu de confidentialité là-dessus. Il y a certaines données de recherche, par exemple, qui sont prises, mettons, des données que je prends dans le cadre de mon projet de recherche. Je veux avoir le droit de premier preneur sur ces données-là, mais un coup que je vais avoir publié, que mes étudiants vont avoir gradué, là, ces données-là, après ça, je peux les rendre disponibles au plus grand nombre. Donc, la façon qu'on va les rendre disponibles, ça fait partie des choses qu'on a à décider, les mécanismes, là, mais ça fait maintenant partie des exigences des grands organismes subventionnaires de rendre disponibles les données de recherche. Donc, on vient donner un outil,
une plateforme là, pour aider les chercheurs là, à répondre, dans le fond, aux exigences sociétales maintenant de rendre la recherche disponible. Je crois qu'Alexis voulait dire quelque chose. Je peux poser une question. Oui, c'est ça. Je vais en profiter pour poser une question. Dans Sylva 21, ce qu'on souhaite faire, c'est développer des traitements sylvicoles d'adaptation qui favorisent une adaptation aux changements globaux, mais aux changements climatiques. Mais à l'échelle de l'aménagement en forêt Montmorency, dans le passé, la forêt Montmorency s'est appuyée sur un seul modèle d'aménagement qui est celui de l'aménagement écosystémique, en gros. Mais le fait, comme il y a beaucoup d'incertitudes face à la transition qu'on veut réaliser, il y a différentes approches, puis on ne sait pas nécessairement laquelle qui va être la meilleure. Est-ce qu'il y aurait de la place à la forêt Montmorency pour mettre en œuvre plus qu'une stratégie d'aménagement forestier sur le territoire maintenant qui est rendu aussi grand? Puis les comparer, l'idée étant de les comparer finalement. Je dirais la réponse simple, c'est oui. Puis tu défais tout mon punch du plan stratégique qu'on va présenter à l'automne 2022. Mais oui, effectivement, il va y avoir place à ça parce qu'on est dans un monde de changement. Ça fait partie des réflexions pour le plan stratégique. Un plan stratégique sur 30 ans. Donc, en 30 ans, il y a plein d'éléments qui peuvent changer. Fait qu'on veut se donner de la place là, pour pouvoir regarder, là, explorer qu'est-ce qui fait quoi parce qu'on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui fait quoi. On est capable de le modéliser. On va essayer de le suivre sur le terrain là, avec différentes stratégies. On avait des questions dans le chat. Donc, c'est Sylvain Jutra qui disait « Réussir l'archivage et la diffusion ne nécessite qu'une seule chose, des ressources humaines. » Est-ce qu'il va y avoir plusieurs ressources humaines dans FCI ou Sylva 21 pour colliger toutes ces données-là dans la plateforme? En fait, dans la demande FCI, il y a une partie, dans la partie infrastructure de recherche, il y a du personnel aussi qui est prévu, là. Donc, pour développer, déployer la plateforme. Mais c'est juste pour dire que c'est une priorité. Notre projet, la passerelle forêt-climat, est prioritaire là, sur l'agenda de la haute administration à l'Université Laval, qui nous appuie beaucoup là-dedans pour en faire un genre de projet pilote qui va pouvoir ensuite servir à d'autres domaines de recherche. Là, parce que la gestion des données de recherche, c'est un enjeu global là, que plusieurs ont. Là, donc, on va servir de road test là, pour développer une façon là, de colliger et de partager l'information. Il y a les gens en santé publique qui l'ont fait récemment là, avec la plateforme Pulsar. Et donc, nous, on se copie un petit peu là-dessus. Là, on prend les bonnes pratiques de Pulsar, là, puis on l'applique là, au contexte des forêts-climat. Mais après ça, ça va servir aussi à d'autres de modèles là, pour d'autres. Mais donc, la nécessité d'avoir des gens dédiés à ça, c'est compris dans la demande FCI, là, puis c'est haut sur l'agenda des décideurs. Si je peux ajouter un petit mot, est-ce que je peux ajouter un petit mot là-dessus, juste pour mentionner que l'idée, c'est d'aller au-delà de l'archivage et de la diffusion, mais au moins d'inclure des volets de visualisation, puis si possible, des volets analyse, mais là-dessus, on est moins sûr que notre capacité budgétaire. Mais on veut aussi là, donc aller au-delà de juste dire on archive puis on diffuse. Il y avait une autre question pour Evelyne ou M. Anctil. Mis à part la tour et l'infrastructure de communication des données, est-ce que vous avez d'autres exemples d'équipements qui vont être installés à la forêt Montmorency? Il va y avoir notamment des équipements de suivi écologique de la croissance des arbres, puis des phénomènes en forêt. Par exemple, des dendromètres qui vont mesurer à la seconde près la croissance des arbres, des équipements qui vont mesurer les échanges gazeux provenant du sol, des sondes de température et d'humidité qui vont nous permettre de caractériser le microclimat. Plus spectaculaire, on va avoir des équipements qui vont être mis sur les machines pour les opérations forestières, des caméras qui vont permettre la reconstruction 3D des arbres. Là, j'en parle très mal, là, mais on a toute une gang en génie informatique là, qui nous vient de la Faculté de sciences et génie, Philippe Giguère et compagnie, là, qui vont venir vraiment upgrader nos équipements utilisant en opération forestière. Là, donc ça va être un volet quand même important de la demande, de voir ce qui va se passer en forêt. Ensuite, il y a beaucoup d'équipements qui vont s'en aller au laboratoire du Kruger sur la transformation du bois, mais en faisant un lien avec
le genre de bois qu'on récolte là, en forêt boréale. Donc, comment on peut optimiser aussi la transformation du bois, la résistance des produits du bois aussi. Il y a quelqu'un de la France qui nous demandait, en France, il y a Sylvae, le système d'information d'AgroParisTech. Avez-vous des échanges de données pour bénéficier de vos 2 stockages de données? Est-ce que ça va être envisageable? C'est une bonne question. C'est le genre de choses qu'on va explorer. Là, on a eu quelques conversations informelles avec d'autres groupes. Là. Il y a notamment le réseau Smart Forest, qui est une FCI qui a été obtenue il y a 2 ans par un groupe d'universitaires canadiens c'est des équipements qui ressemblent aux nôtres puis qui vont accumuler des données là, qui vont ressembler aux nôtres. Donc, on est en conversation avec eux et en lien avec le réseau Smart Forest, un réseau aussi international là, pour être sûr que nos plateformes soient compatibles et puissent se parler. Là. Mais c'est une bonne... j'ajouterais, Evelyne, qu'on est sur le point de signer une entente pour créer un réseau de recherche internationale avec l'INRAE, qui était plus particulièrement associé à l'INRAE à Bordeaux, sauf que ça nous donne accès là, à tout le réseau des sites de l'INRAE, dont évidemment là, celui de Nancy aussi. On a Vincent Duquette qui lève la main. Bien éduqué de lever la main. Merci pour la présentation, Alexis et Evelyne. Je me demandais, avez-vous pensé à une stratégie de transfert d'informations, mais plus au niveau professionnel? Là? Les changements climatiques, ça s'en vient rapidement, puis des fois, il y a une certaine latence là, dans les résultats de recherche et l'application professionnelle. Je peux prendre celle-là, Evelyne, si tu veux, au début. Oui, on y a pensé. Il y a 2 éléments que je dirais. La première, c'est peut-être, évidemment, moi, je suis dans un réseau là, canadien. Ce que je constate, c'est qu'au Québec, souvent, on ne participe pas beaucoup à ces activités-là. Il y en a plusieurs en français, là, en fait, là, d'un réseau canadien de conférences, entre autres celle de l'Institut forestier canadien. Donc, on veut participer à ça pour rejoindre les gens qui sont dans la pratique. On a aussi l'Association canadienne des pâtes et papiers, FPAC, de l'industrie forestière, qui va organiser des activités avec nous. Donc, il va y avoir une partie de diffusion comme ça. Mais l'autre élément peut-être plus important là-dedans, c'est qu'on considère que les gens qu'on va former aussi vont... on parle de 38 étudiants de maîtrise, doctorat, post-doctorat, vont être les premiers vecteurs finalement du transfert de ces connaissances-là vers la pratique. Puis, chaque projet dans notre programme est accompagné directement par les partenaires. Donc, on a un mentor de soit l'industrie, du gouvernement ou en tout cas du milieu professionnel là, qui accompagne chacun et chacune de ces étudiantes et étudiants-là dans notre projet, donc pour faire des efforts là, importants là, de transfert. On avait une question là, pour savoir si les recherches vont être principalement réalisées en zone boréale chez les conifères ou il y a aussi des recherches prévues en zone feuillue. Dans notre cas, ça va être aussi en zone feuillue. Là, dans les forêts feuillues, on a des sites avec notre partenaire Domtar. On a la forêt de Haliburton aussi, qui est une forêt qui pourrait avoir des atomes crochus avec la forêt Montmorency, mais qui est située en Ontario. Et puis, la forêt expérimentale de Petawawa aussi. Donc, on a plusieurs sites là, en forêt tempérée également. Dans le cas du projet Foresterie Agile, c'est la partie infrastructure, puis la partie recherche, c'est financé par le genre de projet dont Alexis parle. Notre projet FCI, ça vise l'instrumentation de forêt boréale, sauf qu'on veut travailler en équipe avec des instrumentations semblables, là, par exemple, qui ont été financées par le réseau Smart Forest là, il y a une couple d'années, qui est situé en partie en forêt feuillue. Donc, on se donne les moyens de générer des données miroirs qui vont pouvoir être comparées puis avoir une vision plus large là, de ce qui se passe en forêt boréale et en forêt feuillue tempérée.
Moi, j'avais une petite question pour Alexis. Là, les 38 projets, ça commence déjà à l'automne 2022, 2021, si jamais il y a des étudiants intéressés Oui, c'est dans une la bonne réunion. question, merci. En fait, les projets sont déjà commencés. Donc, le début officiel du projet là, pour le CRSNG était en novembre 2020. Et puis, donc, on a le défi là, de devoir commencer ça dans dans des conditions pas faciles, évidemment, mais le recrutement va bien. Là, puis, évidemment, on a encore quelques postes à combler. Puis, on est aussi en train de signer là, les ententes de collaboration entre tous ces partenaires-là. Vous doutez bien là, que ce n'est pas simple, fait que ça me garde occupé pas mal. On a une autre question. Concernant le volet Forêt Agile, y a-t-il des projets de recherche déjà en cours et financés par le ministère des Forêts qui pourront bénéficier de ces équipements? Si oui, lesquels et comment ils en bénéficieront? Oui, OK, c'est large comme question. Dans la dernière année, dans les dernières années, en fait, il y a eu des contrats de recherche qui ont été faits entre la direction de la recherche forestière du MFFP et l'Université Laval et les autres universités du Québec là, impliquées en foresterie. Dans le dernier appel de contrat, on a visé il y a eu une décision d'essayer de viser des projets qui pouvaient s'inscrire dans la programmation de la foresterie agile face au climat. C'est notamment le cas des projets sur l'utilisation des coupes partielles. Donc, Alexis en a parlé un peu. C'est une stratégie sylvicole qu'on voit en remplacement des coupes totales en forêt boréale qui permettrait peut-être d'assurer une meilleure résilience des forêts là, dans un climat changeant. Et donc, ce genre de projet-là, on en a un financé justement par un contrat avec la direction de la recherche forestière qui simule la réaction des peuplements après une coupe partielle, mais dans un climat changeant. Donc, on simule par exemple, une diminution des précipitations, une augmentation de la température. Est-ce que les peuplements de la sapinière à bouleau blanc, de la forêt Montmorency comment vont-ils se comporter là, en termes de croissance là, dans un climat changeant? Donc, c'est basé sur des données qu'on a récoltées avec les moyens qu'on avait. Là, on va multiplier les moyens qu'on a pour récolter des données terrain qui vont nous permettre de mieux paramétrer et valider les modèles qu'on veut utiliser là, pour anticiper l'effet des changements climatiques là, sur les forêts. Je vais me faire le gardien du temps, parce que là, je vois que plus ça allait, plus on s'enflammait. Donc, je remercie aux conférenciers. On vous invite d'ailleurs à écrire au courriel recherche@fm.ulaval.ca si jamais vous désirez obtenir plus de détails ou entrer en contact avec les chercheurs. Bien voilà, ça termine la série, en fait, la première série des conférences Tire-toi une bûche v'là de la science pour cette année. On va être de retour à l'automne. Surveillez notre site web pour les annonces des futurs conférenciers et conférencières. Encore merci d'avoir été nombreux. On vous souhaite un bel été, parce que l'été s'en vient. De toute façon, la grande roue de la nature tourne. Ce qui est le fun en foresterie, c'est qu'on est capable d'observer. Puis on se dit à l'automne.